certainement les retrouver tout à l'heure. Mais avant, on parle donc de ces actualités. Le mondial 2026 à États-Unis, Canada. Il y a l'Afrique du Sud qui peut-être pas tombé, qui enregistre sa deuxième sortie avec un match nul tout à l'heure face à la République tchèque. Ça peut-être ça commence à ralentir pour un premier pays africain, puisque une défaite pour sa première sortie, un match nul pour cette deuxième sortie à la deuxième journée fleurisée. Vous regardez cette Coupe du Monde comme tout le monde, belle organisation des trois pays, mais les équipes africaines, est-ce qu'elles peuvent aller le plus loin possible? Je vous remercie. Oui, je regarde la Coupe du Monde évidemment, puisque peut-être à part le fait que le fuseau horaire est un peu difficile, on fait les efforts. J'ai vu le match de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Bon, je dis qu'ils ont pris le match créé lentement. Ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur dès le début, c'est mon appréciation. Ouais. Mais sinon, je me dis en deuxième mi-temps, ils ont quand même pris conscience. Parce que je me dis que s'ils perdaient ce match aujourd'hui, ils étaient prématurément, ils devaient être éliminés. Donc ils sont réveillés en quelque sorte. Et je me dis que si au deuxième match, ils essaient de croire en eux, bon, ils pourront faire de leur mieux, je pense bien. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Alors, vu globalement les équipes africaines dans cette compétition, je rappelle qu'on est pratiquement à 10 matchs, 11 matchs plus l'Afrique du Sud. On est à 2 victoires seulement. On est à 5 matchs nuls et 4 défaites. Lorsqu'on regarde un peu ces statistiques, est-ce qu'on a comme impression que peut-être ça traîne ou alors on évolue au fur et à mesure? Oui, je vais essayer d'équilibrer ma réponse, de biaiser ma réponse en fait. Oui, on a des équipes africaines qui essayent vraiment de monter le niveau, d'élever le niveau. Ouais. Puisque je me dis qu'ils ont appris pendant longtemps. Ils ont atteint le niveau de professionnalisme, un peu comme le niveau des Européens et des Américains du Sud. Oui. Donc c'est à ce niveau que je constate que les pays comme le Maroc, par exemple, le Maroc, l'Égypte, ils ont d'abord des entraîneurs locaux. Et en plus de ça, ils essaient d'avoir leur façon de jouer, leur style de jeu. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que les pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, bon, le Sénégal m'a un peu déçu du fait qu'il y a certains vieux qui ne veulent pas encore lâcher. Au Sénégal? Oui, ils ont un peu déçu. Bon, il y a Koulibaly par exemple. Ah, le défenseur. Oui, il y a Gana Gueye. On dit qu'il est l'âme de cette équipe ivoirienne. Oui, l'âme. Il peut aussi que l'âme même au banc de touche. Hein. Oui, tu peux que motivateur au niveau du banc de touche. Tu vois, le début de la France, bon, il a fait pratiquement 6 mois sans jouer. Hein. Après la Coupe du Monde, après la Coupe d'Afrique. D'accord. Donc c'est un peu ça. Mais je me dis, le peuple africain ne doit plus être attentiste. J'ai suivi par exemple le Congo jubiler un match nul. Bah, ça doit pas aller. Ça n'a plus l'air, Surtout face à une équipe comme le Portugal. Parce que, oui, non, je sais que c'est le Portugal. Non, tous jouent dans les grands clubs. D'accord. Quand vous voyez Sadi qui est en Sonneland, c'est le meilleur jeu de mieux terrain d'Angleterre. Vous voyez Passy, ils jouent bien. Je ne sais pas. Pourquoi les Africains jubilent encore nul en Coupe du Monde? Moi, ça m'a fait très mal quand j'ai aujourd'hui. D'accord, Adams Poumier, cette compétition démarre. On voit quand même que les équipes africaines ne sont pas à la traîne malgré les matchs nuls, malgré peut-être des défaites, mais on voit un jeu qui ressemble justement à ce haut niveau, du moins qu'est la Coupe du Monde. Mais écoutez, je pense que pour une première fois que l'Afrique présente 10 participants, il faut dire que c'est vrai, certains se sont loupés dès le premier match, mais dans l'ensemble, on peut quand même être satisfait avec le rendu qu'on a vu sur le terrain. On se rend compte que l'écart est en train de se réduire de façon considérable entre les équipes africaines, entre les équipes européennes et les équipes de l'Asie et de l'Amérique du Sud. C'est vrai, il reste des cadeaux parce que quand vous voyez le match du Sénégal contre la France, en première mi-temps, le Sénégal a tenu la dragée haute, mais malheureusement en deuxième mi-temps, la différence technique a fait que le Sénégal a plongé. On a vu le Maroc tenir face à cette équipe du Brésil qui était pourtant favori à tort, parce que le Maroc quand même est demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Et quand on met le Maroc en outside face à un Brésil qui s'est fait éliminer on dirait dès que les quarts de finale, le Brésil devient quand même la bête noire des équipes. Oui, les équipes africaines s'en sortent parce que
quand vous voyez le style de jeu, les Brésiliens, ce sont l'un des rares pays en Amérique du Sud qui a gardé son identité de jeu. C'est-à-dire que la technique, moins de tactique, beaucoup de technique, et à l'impact physique déjà, on est au-dessus d'eux, et à la technique individuelle et collective, on est pratiquement égal à égal. C'est la raison pour laquelle les équipes africaines s'en sortent plus facilement face au Brésil que face à l'Argentine ou l'Uruguay. Parce que sur le plan technique collectif et technique individuel, on est égal à égal. C'est l'équipe de l'Amérique du Sud qui utilise moins de tactiques dans ces matchs contre des équipes africaines. On a quand même vu le Ghana ne pas tituber devant une équipe Le comme Panama, oui, le Panama, c'est quand même quand on parle de la Coupe du Monde, quand on parle de l'historique de la Coupe du Monde, n'oubliez pas que le Ghana, c'est quand même un quart de finaliste. Le Ghana, c'est un gros calibre. Face au Panama, forcément, le Ghana doit être favori. Comme le disait le frère, les équipes africaines doivent comprendre que elles ont des joueurs qui jouent au très haut niveau et qui peuvent être égal à égal contre ces équipes. C'est vrai, le frère dit, il a été déçu de voir la RD Congo jubiler contre le Portugal. Il dit que ça fait quand même des années. On est toujours Vous savez, la dernière fois que la RD Congo a participé à la Coupe du Monde, c'était en 1974. Et je pense que le dernier match, c'était 7-0. 9-0. Et revenir de façon inespérée à cette Coupe du Monde et faire nul contre le Portugal, qui est parmi les favoris de cette compétition, revenir au score, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut apprécier. Jubiler un match, c'est pas parce qu'ils ont fait nul, mais ça augure un avenir meilleur. Ça montre que c'est une équipe qui en veut et qui veut aller loin. Donc moi, je pense que à la première journée, on a vu deux équipes africaines qui ont gagné, le Ghana et la Côte d'Ivoire, avec 4 équipes qui ont perdu. L'Afrique du Sud s'est bien rattrapée parce que n'oubliez pas qu'il y a les meilleurs troisièmes qu'il faut prendre. C'est vrai que le dernier match de l'Afrique du Sud, c'est contre la Corée du Sud, qui est quand même pas facile. Ça ne sera pas évident pour l'Afrique du Sud. Mais je pense que le résultat nul aujourd'hui les a quand même boostés. Et j'espère de tout cœur que le maximum de pays africains vont se qualifier pour cette phase du deuxième tour. D'accord. Fidèle Castro, avant d'accueillir nos deux invités qui sont là avec nous sur le plateau, est-ce que l'Afrique doit se réjouir de ces statistiques, de cette première journée, de ces scores que nous avons? On parle de 10 rencontres, je ne parle pas de la rencontre de ce jour, de la deuxième journée. 10 rencontres, on a seulement 2 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. C'est vrai que lorsque vous posez la question, est-ce que l'Afrique doit se réjouir? Moi, je ne sais pas si on se réjouit d'une participation, alors si on se réjouit de celui qui a gagné la compétition. Parce que dites-vous que lorsque nous sommes à 10 participations, le problème africain n'est pas celui de savoir est-ce que nous sommes en... C'est la première journée. La question essentielle, c'est de savoir qu'espère l'Afrique, que compte faire l'Afrique et qu'est-ce que l'Afrique attend de cette Coupe du Monde. Vous savez, pendant des années, l'Afrique a souffert d'un problème. Lorsque nous étions à une Coupe du Monde à 32, on nous disait l'Europe a 16, les autres en ont l'Amérique du Sud. C'est la question que nous avons sur l'écran. L'Amérique du Sud, parce que quand on dit l'Europe a 16, nous sommes à 32. Que l'Europe en a 16, l'Amérique du Sud en a pratiquement 9 ou 10, et que, je peux me tromper, 10. Si vous faites 16 plus 10, ça fait combien? Moi, je ne suis pas très bon en mathématiques. 26. Ça fait 26. Vous voyez que l'Afrique arriver avec 5 ou... Pratiquement quoi, 5. Et que l'Asie arrive avec 1 ou 2 ou 3. La question n'était pas celle, est-ce que l'Afrique était sûre d'arriver en finale? La question était celle de savoir, est-ce que l'Afrique peut rivaliser avec 16 pays? Il faut bien situer le contexte. D'accord. Aujourd'hui, on nous a remonté à 10. Est-ce que 10 pays africains sont capables de rivaliser avec 20 pays européens? Et la réponse? La réponse, c'est celle-là à laquelle nous sommes aujourd'hui appelés ici, sur la table des experts, à répondre. Aujourd'hui, on a 9 pays et demi. Parce qu'on a la République démocratique du Congo a reçu le miracle dans nous chercher la 10e place. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les 10 pays africains sont capables de nous hisser au rang des 4 meilleures nations du monde en matière de football. Moi, je pense, honnêtement et objectivement, que nous avons les possibilités. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. J'ai mon beau-père qui est à la maison, M. Kebengam, qui m'a dit, quand je vois ces pays africains jouer, on est capable de prendre au moins sur les 8, 2.
Si nous pouvions hisser 2, si l'Afrique peut hisser 2 sur les 8, ça veut dire qu'au moins un peut arriver sur les 4. Ouais. Si un peut arriver sur les 4, pourquoi pas un peut arriver en finale? Parce que l'objectif, nous avions longtemps souffert. Vous êtes un journaliste émérite. Bon, émérite, ça veut dire que vous êtes un journaliste de l'heure. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis la création de la Coupe du Monde, aucun pays africain n'a joué une finale? Ah ouais. On est entre nous, non? Bah, c'est impensable. Aucun pays africain. Ouais, mais après, c'était pas. Il y a toujours les participations. Parce qu'après, on était à 2 participations en 90. On avait commencé à 94, on était. De 1, on allait à 2. Donc, du de coup, 2, nous sommes allés à 3. De 3, nous sommes allés à 5. Sur le plan numérique, nous sommes allés à pas 5. notre De 7, nous avantage. sommes aujourd'hui à 10. La question pour moi, et c'est mon avis personnel, Adam, vous allez souffrir de m'écouter. Oui, bien sûr, bien sûr. Mon avis personnel n'est plus le nombre de pays africains pour participer à cette Coupe du Monde. Le problème est celui aujourd'hui, est-ce que l'Afrique est capable d'aller titiller la première place mondiale? Et à cette question, je vous répondais par l'affirmative. Au regard des talents, Adam, vous êtes manager. Bien sûr. Au regard des talents, si on venait à faire un ratio de talents présents à cette Coupe du Monde, vous allez découvrir que le continent africain, dans tous les championnats, est celui qui a le plus de produits. Ouais. Avec les produits qui se retrouvent partout. Je vous dis que si vous prenez le nombre de talents africains présents à cette Coupe du Monde, l'Afrique est celui qui a le plus de produits. Ça voudrait dire que nous avions la compétence, la capacité et les moyens nécessaires pour le faire. L'autre question, malheureusement, et c'est là où je vais vous rejoindre, comment l'Afrique s'est-elle préparée? Et là, je vous dis que l'Afrique ne s'est pas préparée pour se donner les moyens d'arriver jusqu'à la finale. Merci. Les questions de préparation qui reviennent toujours à chaque grosse participation. Yannick Efa, qui nous a retrouvé, c'est un journaliste des sports également, il nous a retrouvé sur ce plateau. D'ailleurs, le directeur de la communication, la Fédération camerounaise de kickboxing, qui a un championnat d'Afrique. Très bientôt, nous en parlerons d'ailleurs vers la fin de cette émission. Mais Yannick, on a quand même des pays comme le Maroc qui ont titillé du moins le haut niveau, les dernières places donc d'un mondial. Est-ce qu'on va peut-être se dire que oui, on est 10 aujourd'hui et on ne peut pas, pourquoi pas renverser la tendance aujourd'hui sur le plan mondial? Déjà, bonsoir Étienne, ainsi qu'au panel, sans oublier les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Je vais entrer dans le vif du sujet, puisque vous me lancez effectivement avec le cas du Maroc, pour dire que ça reste jusqu'ici le meilleur match pour ce qui est de cette première partie. Du moins, la première journée, phase de poule, le match Brésil-Maroc. Je pense que le Maroc a tout simplement prouvé, démontré tout le bien qu'on pense de lui. N'oubliez pas que le Maroc, c'est quand même ce pays le tout premier en Afrique à nous permettre d'atteindre l'étape des demi-finales. C'était en 2022. Donc le frère justement parlait de ce match tout à l'heure pour lui dire peut-être qu'il s'est un tout petit peu loupé. Parce que quand on a regardé ce match, on voyait le Maroc développer, on se croirait que c'était le Brésil. Et qu'en face, de l'autre côté, c'était le Maroc. Et vous savez quoi? C'est justement la conséquence du fait que le Brésil a perdu son identité de jeu. Le jeu brésilien est beaucoup plus entaché par l'influence européenne. Voilà comment ça s'explique tout simplement. Oui, beaucoup de joueurs brésiliens évoluent en Europe aussi. Si vous comparez le jeu lors du premier match du Maroc, il y a de cela 4 ans, vous comprendrez que le Maroc jouait beaucoup plus à la défensive et procédait à des contres. Mais on a retrouvé une équipe du Maroc qui prenait toutes les initiatives, ne sautait aucune ligne. Et vraiment, je me suis demandé à un moment donné si c'était toujours, n'est-ce pas, une équipe africaine qui jouait. Donc à partir de ce moment, vous comprendrez que oui, moi je veux bien croire, je veux bien croire, notamment avec cette équipe du Maroc, parce que elles sont quelques-unes, ces équipes africaines, qui sont quand même sorties du lot lors de cette première journée. Si je cite le Maroc, je vais citer également l'équipe de l'Égypte, qui n'était pas très attendue face à la Belgique, s'il vous plaît. Regardez que c'était le top 10 des meilleures équipes au monde. Il y a le Brésil,
qui a été accroché par le Maroc, la Belgique accrochée par l'Espagne, et la grande surprise de la grande surprise de cette première journée, c'est bien sûr le nul du Cap-Vert face à l'Espagne, s'il vous plaît. Ouais. Donc, quand vous regardez le Cap-Vert qui est à sa première participation, donc c'était sensationnel ce match nul là, et du coup, pourquoi vous pensez que si le Cap-Vert accroche l'Espagne, même si nous sommes à la première rencontre du mondial, ne doit pas jubiler? C'est plus... Le gardien du Cap-Vert Je veux pour les trois là et ajouter l'autre match que nous avons regardé hier, celui de la R de Congo. Ah ouais. Quand j'ai regardé les 5 premières minutes, je me suis demandé, est-ce que mes amis congolais vont s'en sortir? Tellement le pressing était haut qu'à la 6e minute, le champion d'Europe en titre, João Neves, le Parisien, a ouvert le score avec sa toute petite taille. Je me suis posé quand même 1001 questions, mais j'ai trouvé la réponse très tôt, puisque le Congo égalise avant la mi-temps. Bien sûr. Et puis à la deuxième mi-temps, vous avez vu, c'est une équipe méconnaissable du Portugal. Quand vous voulez parler du Sénégal, oui, je peux quand même dire une ou deux petites choses là où ils ont pêché, notamment sur le plan défensif face à la France. Mais c'était une équipe de France méconnaissable également, les 45 premières minutes. Voilà, totalement méconnaissable. Mais ne nous leurrons pas, l'équipe de France, c'est le meilleur groupe de cette compétition. La France n'aura pas un problème. Non, la France n'aura pas un problème de joueurs. La France aura un problème, le coaching. Vous comprenez? Il est gagnant. Vous ne pouvez pas avoir Mbappé, vous ne pouvez pas avoir Olysée, vous ne pouvez pas avoir Doué, vous ne pouvez pas avoir Dembélé, mon ami. La tête de Deschamps, je ne voudrais pas être à sa place. Parce que c'est une tête qui doit forcément chauffer à chaque match. À chaque match, voyez-vous. Moi, je vois tranquillement la France en finale. Hein. Mais maintenant, non, je vous le dis. En 2002, la France avait plus que ça. C'est quand même vrai. C'est pas une question de joueurs, c'est une question de groupe et d'équilibre d'équipe. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez des talents que vous avez forcément la meilleure. Qui rend donc, n'est-ce pas, cet équilibre possible? C'est aussi l'encadrement technique. On est d'accord. Mais qui déséquilibre votre équipe? Parce que si vous, quand vous voyez la première mi-temps de la France, ils auraient pu prendre 2 buts et le match allait être différent. C'est ça. Pourquoi? Parce que justement, ils ont aligné 4 attaquants. Je vous ai dit tout à l'heure que le problème de la France viendra d'où? Justement. Il faut un équilibre dans une équipe. Je suis parfaitement d'accord. Vous avez un problème défensif. Oui, justement. Oui, le coach aura donc, n'est-ce pas, fort à faire, c'est-à-dire là du grand à moudre par rapport à ce collectif qui est assez costaud. J'insiste là-dessus. Donc après les quelques défaites que nous avons eues, moi je pense pas que ce soit vraiment une surprise pour moi pour les 4 défaites africaines pour cette première journée. Oui, la Tunisie d'ailleurs on ne devrait pas s'attendre à grand chose. Lors de la préparation, quelqu'un l'a évoqué, je crois que c'est Fidel Castro tout à l'heure. Nous l'avons déjà ressenti que cette équipe était suffisamment fébrile. Et cela s'est démontré lors de la première journée. Vous l'avez vu, elle est tombée lourdement. L'Afrique du Sud, oui, reste encore peut-être un petit... Il y a eu une défaite, petit mince espoir. Oui, petit mince l'espoir. Mais il faudra aller battre la Corée du Sud. Mais attention. D'accord. Mais la Corée là... Alors, on a sur le plateau quelqu'un qui était à cet exercice. Loïc Fedjo, c'était en 2014, voilà, mondialiste. Au Brésil, hein? Au Brésil. Donc le Cameroun est rentré quand même avec 0 points. Justement, qui est avec nous sur le plateau. Elle a invité un spécial aussi à cette émission de Affiche Sport. On parlera justement d'un sujet tout à l'heure, mais on est encore sur le mondial. Vous étiez au Brésil en 2014. Comment est-ce que ça peut se passer? Bon, il y a une question qui est posée. L'Afrique peut-elle faire mieux à cette CAN 2026? 2014-2026, est-ce qu'on a... Oui, merci beaucoup. On a fini avec la 4. 2014-2026, on a peut-être évolué d'un cran, mais il y a encore des mentalités qu'on devrait soigner. Non, pour ma part, déjà, ce que je peux dire, c'est que vraiment sur le plan tactique, l'Afrique a vraiment évolué. Sur le plan de l'organisation aussi, parce que je vois des équipes aujourd'hui, comme le Maroc, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, ils produisent du bon jeu. Je pense qu'il y a de cela 10 ans en arrière, en Afrique, c'était du ballon en l'air, comme en Angleterre. Et aussi, j'ai vu une équipe du Sénégal qui a tenu l'échec avec la France. On pensait que cette équipe revenir à la deuxième journée un peu plus que ce qu'on a vu.
Évidemment, je voyais l'équipe du Sénégal bien coulissée, bien resserrer les espaces, et qui a mis l'équipe de la France en difficulté. C'est pareil pour le Congo et l'Égypte aussi avec il y a une autre équipe, le Maroc. Ouais. Le Maroc vraiment qui est très bien organisé tactiquement. Et je pense qu'aujourd'hui on a compris en Afrique que pour gagner ces équipes, il faut jouer, il faut arrêter de défendre, il faut qu'on travaille tactiquement. Et vous avez vu, ça s'est produit sur le terrain et ça a été payant. Et aussi en parlant des produits africains, comme vous l'avez dit, des équipes comme le Maroc, Sénégal, Égypte et la Côte d'Ivoire, c'est des équipes qui préparent les bases. Ouais. Ouais. Ils préparent les jeunes. Vous voyez, le Maroc a remporté des Coupes d'Afrique, le Sénégal. C'est des gens qui en fait, ils préparent des jeunes pour les faire monter. Et on a compris aujourd'hui en Afrique que pour pouvoir faire face à l'Europe, il faut développer du jeu, il faut travailler aussi tactiquement. Parce qu'en Afrique, avant, on nous faisait courir, faire des choses que ça n'avait rien à voir avec le football. Parce qu'on dit football, pas handball. C'est du football, donc on a utilisé les pieds avec du ballon. Donc aujourd'hui, on a beaucoup progressé en Afrique et j'étais vraiment captivé par le match du Maroc, du Sénégal à la première mi-temps. Je pense qu'ils n'ont pas été juste il y a le Ghana aussi qui est venu avec une force. Oui, le Ghana aussi. Hier. Le Ghana. Mais dans le jeu, moi, je préfère plus. Il y a du Sénégal, le Maroc, aussi la Côte d'Ivoire. Alors, Loïc, vous étiez en 2014. Alors, lorsque ça arrivait, déjà avec des résultats que nous avons, on a quand même deux victoires seulement, 4 défaites, 4 matchs nuls. Vous, comment est-ce que ça passait dans votre tête en 2014, surtout que les Lions indomptables étaient au Brésil à cette période? Bon, c'était ma première expérience et bon, j'étais déçu comme tout le monde, comme tout Camerounais. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un sursaut d'orgueil, le miracle? On pouvait bien, mais c'était compliqué. C'était très compliqué parce que voilà, on jouait contre le Brésil, la Croatie, le Mexique, des tops dans le classement mondial. Et nous étions à cette période, je crois qu'on était 20 quelque chose au classement mondial. Donc c'était vraiment difficile. Bon, je pense qu'on n'a pas juste joué avec nos âmes. On a joué voilà, avec des envoitures. Je pense que c'est... Et les équipes africaines qui sont toujours émaillées de problèmes internes, il y en avait en 2014. Les problèmes internes, c'est pas tout. Il y a des équipes qui ont des problèmes internes. Mais jusque chez nous... Mais ça affectait les joueurs. Évidemment, ça affecte tout le monde. C'était entre vous aussi, les joueurs, ça titillait beaucoup. Les problèmes affectent tout le monde. Mais après, bon voilà, c'est de comment ressortir avec des zones positives de ces problèmes pour fonder le groupe. Donc quand on a la même pensée, la même vision, on oublie les problèmes internes. On défend les couleurs du pays. On oublie. Est-ce que vous pensez que deuxième tour, enfin la deuxième journée qui commence, l'Afrique peut s'en sortir? Il y a des matchs. L'Afrique du Sud est tombée, un match nul, c'était pas attendu contre la République tchèque. Il y a d'autres matchs qui arrivent. Évidemment, je pense qu'on peut avoir des équipes comme le Congo peut aussi faire quelque chose. Moi, non, le Congo va faire quelque chose. Non, je peux vous le dire. Depuis sur le plateau, on parle de tactique, vous savez, on parle replacement. On oublie le Cap Vert qui a également. Non, vous savez, moi, il y a ces 3 pays. Là, on a parlé du Maroc qui a fini avec un gros dans son groupe. On a l'Égypte qui a fini avec un gros dans son groupe, tout comme la RD Congo qui a fini aussi avec un gros dans son groupe. Et quand je regarde une équipe comme l'Ouzbékistan, sauf par miracle quand même, pour passer devant le Congo, je me dis, avec 4 points, on a la possibilité et on a pas mal de chances, n'est-ce pas, de pouvoir terminer tout au moins parmi les meilleurs 3e. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec... Il faut faire gaffe avec les comme lorsque vous regardez les matchs de la Coupe du Monde, il y a une différence entre une équipe qui fait le jeu et une équipe qui vient défendre. Alors, une équipe qui subit le jeu. Parce que... Étienne Mélamont, j'ai une particularité. Je ne vous prête pas les mots. Vous avez ce qui fait le jeu. Je suis le seul propriétaire de mes mains. Je vous relance. Je vous dis, il y a une différence entre une équipe qui vient faire le jeu et une équipe qui vient subir le jeu et qui procède par contre. Vous allez voir qu'à chaque fois que les équipes africaines jouent, je préfère mettre africaines entre guillemets, contre les grandes nations, que ce soit le Portugal, l'Argentine, le Brésil et consorts, elles viennent subir le jeu et elles procèdent par contre. Sa grande réussite est de conserver. C'est-à-dire, elle conserve le score. Je ne veux pas encaisser. Et si je n'encaisse pas, si je peux marquer, tant mieux, si je peux marquer, je sors par un match nul. Et quand je sors par un, on dit, j'ai fait une grande performance. Mais sauf que quand tu vas jouer contre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Panama et consorts, tu es obligé de venir faire le jeu. Et c'est là où les équipes africaines pêchent. Parce que lorsqu'elles décident de venir faire le jeu, en réalité, elles n'arrivent pas à faire le jeu. Donc, moi, je ne serais pas très d'accord lorsqu'on va me dire, non, l'Ouzbékistan
comme ils ont fait match nul contre le Portugal, vraiment l'Ouzbékistan, non, là, elle va venir faire le jeu. Et c'est la plus grande faiblesse des équipes africaines parce que quand tu vas par là faire le jeu, on va constater qu'on a des lacunes. Et c'est là où je voudrais attendre justement de voir l'évolution du football africain. Sommes-nous déjà capables d'aller dicter notre loi, d'imposer notre style de jeu et de dire que ici je suis venu pour gagner. Parce que quand je viens pour gagner, je viens faire le jeu et j'impose cela. Et c'est là où Raymond, scepticisme Yannick. Je vais attendre que la Côte d'Ivoire, qui a fait une très belle performance, je vais attendre que la RDC, qui a contenu le grand Portugal, parce que contre le Portugal, elle a subi le jeu, a-t-elle les moyens techniques, physiques, d'aller imposer contre l'Ouzbékistan? Parce que là maintenant, ce sera le contraire. C'est l'Ouzbékistan qui va venir dire, je m'en vais plutôt subir et attendre. Est-ce que la RDC a les moyens techniques d'aller chercher? D'accord. C'est là où moi je... Et c'est là où moi je dis, cette deuxième journée sera plutôt fort intéressante pour nous autres Africains. Parce que moi je préfère vous le dire, moi je ne suis pas océanique ou américano. Excusez-moi, je ne suis pas très fort en français. Je suis plutôt africaniste. Moi, mon problème, c'est que nous sommes 10. Au 8e de finale, je dois avoir au moins 8 équipes africaines. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y aura d'abord les 16e. Ouais, ce que je voulais dire ici, très rapidement. Et je pense que c'est le premier constat aussi. En fait, ça fait partie des constats. Parce que vous allez le voir que l'Afrique semble avoir franchi un palier. Pour reprendre un tout petit peu le propos de Fidèle tout à l'heure. Regardez les 2 victoires africaines. La Côte d'Ivoire, qui joue effectivement contre l'Équateur. Le but ivoirien est marqué à la 90e minute. Exact. Le but d'hier du Ghana, c'était à la 95e minute. Et c'était le gros problème des équipes africaines. La gestion des fins de match. Et je pense que c'est un palier de franchi à ce niveau. Donc c'est une évolution. Et nous devons rester, en fait, pour ma part, confiants on reste serré. Pour la suite. On reste serré, on prie d'ailleurs, on souhaite bonne chance. Non, comme je vois, il n'y a pas de prière. Il y a de prière. Il y a la prière. Il n'y a pas de prière. Il y a la prière. Non. On peut pas se faire quelqu'un est venu là pour ne pas gagner. On ne sait pas dire que le Dieu est le Dieu d'Étienne, comme les autres sont fait croire que le Dieu de David et d'Abraham, d'Israël, de Jacob. En plus, je fais mal. Parce que après la Coupe du Monde, quand on regarde les 10 dernières éditions, on se rend compte que c'est un groupe restreint des équipes qui les remportent. Il n'y a jamais eu un outsider qui est venu de nulle part et qui a remporté la Coupe du Monde. Juste pour accompagner Fidèle, il dit qu'à la Coupe du Monde, c'est la performance sur le terrain qui fait gagner. La balle au centre. Oui, on mise sur le Cap Vert. On a je salue aussi l'arbitrage. La deuxième sortie. Il y a des petites choses qu'on a souvent vues. Il y a des petites choses fidèles qu'on a souvent vues, mais aujourd'hui, quand je vois, je demande que merde, attention. C'est là que la première journée. Ouais, ce n'est que la Oui, mais bon, il faut déjà, puisqu'on est en train d'analyser la première journée. Il y a beaucoup de vigilance aussi. Les habitudes sont aussi très scrutés. Oui, mais ils sont tenus déjà par la montre, la caméra, le ballon et autres. C'est la même attitude. D'accord. Je vous dis qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on est en train de faire. On souhaite bonne chance donc aux équipes africaines. On souhaite bonne chance à notre ami Elvis Nopoué, qui est le seul arbitre camerounais dans cette compétition. Là, il y a officié, je crois, une rencontre. Non, c'est d'abord une rencontre. Tu ne peux pas encore dire à la première journée. Depuis la compétition. On va passer à notre beaucoup de millions pour un seul match. On va passer à notre sujet. On va rentrer sur le plan local pour